Eh bien, bonsoir à chacune, chacun, et merci d'être là avec nous. Bonsoir aussi à tous ceux qui vont nous rejoindre, donc ils nous ont rejoints par visio. Alors, nous sommes heureuses de vous accueillir. Nous, c'est la communauté des Xavier de Marseille, la communauté d'Aix-en-Provence, la communauté de la Pourac, une des délégations. Voilà. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour célébrer ensemble ce centenaire de la Xavier et de le célébrer à Marseille. Ça a tout son sens parce que c'est notre lieu de fondation. Alors, nous avons pris comme thème de la soirée, vous l'avez derrière là, une phrase que disait Claire Monestès aux premières Xavier. Soyez ferventes du monde présent, non de celui d'hier. Adaptons-nous perpétuellement. Alors ce soir, on va d'abord commencer par une part un peu historique. Colette va nous faire découvrir qui est Claire Monestès, notre fondatrice, et ce qu'elle a lancé à Marseille, les missions de midi, et quelle impulsion missionnaire ça a donné à la Xavier naissante à Marseille. Et puis ensuite, Géraldine reprendra ce mot d'ordre, si on peut dire, pour en montrer le sens et la manière dont ça s'est décliné dans nos communautés au fil du temps, et aussi à travers le travail de l'une ou l'autre Xavier, en perpétuelle recherche d'adaptation au rythme du monde et de l'Église. Voilà. Et ensuite, on aura peut-être un bref temps d'échange dans la pièce, mais surtout, on aura le temps d'échanger à l'apéritif. Donc, nous commençons sans tarder. Voilà, bonsoir à ceux et celles que je n'ai pas salués. Donc, il y a 100 ans, une Marseillaise, Léonie Fabre, rejoignait une autre femme, Claire Monestès, qui a pris une longue et douloureuse quête pour répondre à l'appel du Christ, entendu quelques années plus tôt, ou de longues années plus tôt, et en particulier l'appel qu'elle avait entendu en l'église Saint-Philippe à Marseille, fondée donc la Xavier. On date cette fondation du 4 février 1921, jour où les deux femmes prononcent leurs vœux dans la plus stricte intimité, rue Sainte-Victoire. Merci à nos sœurs du Cénacle qui les ont accueillies devant deux témoins, le père Émieux, jésuite, qui était le père spirituel de Claire, et la mère de Montgrand, donc sœur du Cénacle. Donc c'est aussi il y a 100 ans, presque jour pour jour, puisque c'était le 23 septembre 1921, que Claire et Léonie s'installent 39 rue Breteuil, où va se développer la petite congrégation et où nous continuons à vivre, petite communauté de 4 sur place aujourd'hui, selon l'esprit de Claire Monestès et dans la spiritualité ignatienne, donc communauté de Xavier. Mais qui est Claire Monestès ?
Il n'est parfait, mais c'est là que tout commence pour la Xavière. C'est en 1904 qu'elle découvre Marseille en rejoignant sa famille qui s'y est installée à la suite de la faillite de son père qui était banquier à Chambéry. Elle y rencontre Léonie Fabre, elle devient sa préceptrice. Elle rencontre aussi l'abbé Fouque, bien connu à Marseille, et collabore à son œuvre pour les jeunes filles. Très active, elle fréquente le milieu des catholiques sociaux. Et puis, c'est à Marseille, en 1906, on l'a vu, en l'église Saint-Philippe, lors d'une retraite prêchée par le Père Émieux, qu'elle entend l'appel du Christ et prend la décision de lui consacrer sa vie. Mais comment ? Sa recherche va durer 15 ans, pendant lesquels elle devient la secrétaire du Père Émieux, tout en travaillant au dispensaire de la Croix-Rouge. Puis elle partira à Genève, nouvel exil avec sa famille en 1910. Elle fréquente à la fois le conservatoire et la bibliothèque universitaire, toujours ouverte aux questions de son temps. Elle travaille les sciences humaines et la théologie. Elle dira donc plus tard aux Xavières « Soyez ferventes du monde d'aujourd'hui, non de celui d'hier ». Refusée à l'Institut de Notre-Dame du Travail, où elle était entrée quelques années, elle est touchée par la réalité du monde de son temps, par la société française marquée par la laïcité, par la situation du monde ouvrier, par les questions sociales, et elle demeure profondément attachée au Christ et missionnaire dans l'âme. Toute petite, Claire rêve de partir au bout du monde, comme François Xavier, son saint préféré. Et plus tard, elle signera FX, fille de Xavier. Et lorsqu'il faudra choisir un nom pour la congrégation qu'elle va fonder, donc une amie lui dit « Pourquoi pas Xavière, puisque tu aimes tellement François Xavier ?» Voilà. Du coup, elle donnait à la Xavière l'élan missionnaire de Xavier, missionnaire de toutes les missions, missionnaire du Christ, selon le nom complet de la congrégation, missionnaire pour aller vers ceux et celles qui sont loin de l'Église ou dont l'Église est loin. La quête est longue, mais peu à peu, sa vocation prend forme et des jeunes femmes la rejoignent. Claire s'attache à former les Xavières à la spiritualité ignatienne, à donner une charte au groupe, à lui chercher une reconnaissance ecclésiale. Pour ces filles de plein vent, comme elle aimait le dire, elle désire une vie contemplative et missionnaire, trouvant Dieu en toutes choses, et où la part de Marie ne le cède pas à celle de Marthe, pour que l'activité apostolique ne soit que le rayonnement de la flamme intérieure. Claire désire une communauté ouverte, capable de tout accueillir pour tout épanouir, mais solidement structurée autour de la prière des heures, de l'oraison personnelle, et dont l'Eucharistie est le centre et le lien, disait-elle, servant en priorité les moins évangélisés, les plus délaissés, sans distinction de milieu, en accordant une attention particulière aux jeunes. 1933 va être pour elle une année d'épreuve, avec la mort d'une des premières compagnes, dont nous avons vu l'image tout à l'heure, la mort aussi du Père Émieux. Claire est aussi opérée à ce moment-là, mais c'est aussi l'année de la fondation de la communauté de Paris, donc de la rue Tournefort, près de l'église Saint-Médard. 1936, la Xavière est reconnue comme pieuse union. Rome la reconnaîtra comme congrégation religieuse le 20 juin 1963. Et puis, Claire, malade et affaiblie, s'installe à Paris, où elle meurt le 14 février 1939. Les Xavières ne sont alors qu'une douzaine. 6 d'entre elles, dont Léonie Fabre, vont quitter la communauté. Le petit groupe qui reste, de part et d'autre de la ligne de démarcation, va résister à la guerre, aux difficultés, et va suivre la voie ouverte par Claire, à l'écoute du monde, avec ce souci du bien le plus universel. La suite de l'histoire, ce sont aujourd'hui 116 Xavières qui l'écrivent ou qui tentent de l'écrire au jour le jour,
à l'écoute des signes des temps, des appels de l'esprit, en France, en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Cameroun et au Canada, comme le voulait Claire, fervente du monde d'aujourd'hui. Nous l'avons dit, en 1919, Claire initie les missions de midi à Marseille, avec, comme elle y invite les Xavières, la hantise de ceux qui ne connaissent pas le Christ ou qui sont séparés de l'Église. 1904, Claire revient d'Irlande, découvre Marseille, une ville déjà cosmopolite où on parle italien, espagnol, arménien, peut-être déjà un peu arabe, marseillais en tout cas, avec les nuances d'accent selon les quartiers et les classes sociales. 1904, Marseille est une ville en pleine expansion. Le XIXe siècle a vu se développer des grands travaux pour faire face au développement économique des échanges commerciaux avec l'Extrême-Orient. La poussée urbaine a suivi avec l'accroissement démographique, l'arrivée de nouveaux migrants. Entre 1872 et 1911, Marseille accueille 250 000 habitants nouveaux, dont 50% d'étrangers. L'Église fait elle aussi face à cette croissance. La cathédrale a surgi fin XIXe siècle, en 1852, de nouvelles paroisses sont créées. La religiosité reste grande, même si le nombre de baptêmes a baissé. L'épidémie de choléra en 1830 a accru la dévotion à la Bonne Mère, à l'Eucharistie, au Sacré-Cœur. On multiplie les processions, les dévotions. Et vous savez que la ville a été consacrée à cause de la peste en 1720 par Monseigneur de Belzunce au Sacré-Cœur. Monseigneur de Mazenot a adapté aussi, plus tard, fin XIXe siècle, l'Église aux besoins de la classe ouvrière en défendant le dimanche chômé, en soutenant des activités éducatives, sanitaires, sociales dans son diocèse. Cela a laissé des traces, puisque Marseille engendre, en ce temps de passage de siècle, du XIXe au XXe siècle, de grandes personnalités au service des pauvres et de la jeunesse. Vous connaissez Timon David, héritier de Jean-Joseph Allemand, ou bien l'abbé Fouque. 1904 est aussi l'année où Marseille connaît des troubles sociaux, des grèves qui paralysent la ville, qui vont entraîner un effondrement économique qui se répercute sur l'emploi. Et puis Marseille, comme tout le pays, est marqué par les tensions entre l'Église et l'État, avec l'affrontement de forces conservatrices et catholiques qui s'opposent aux anticléricaux, partisans de l'instruction laïque. Au moment où Claire arrive à Marseille, la République est en lutte contre l'Église, et l'Église en lutte contre la République, ça va dans les deux sens. Si la loi de 1901 a permis à un certain nombre de religieux de créer des œuvres, notamment ces œuvres de jeunesse, de garder cette influence sur la jeunesse, la loi de séparation des églises et de l'État en 1905 va aussi exproprier un certain nombre de congrégations et entraîner la fermeture de certaines églises. Pourtant, dans cette tourmente, à ce moment-là, l'Église continue de vivre, on en est les fruits aujourd'hui, et d'inventer des chemins nouveaux pour la mission. À l'âge de 16 ans, Claire, donc en 1896, Claire lit un livre retraçant la vie d'un missionnaire jésuite, le père Adrien Nampon, prédicateur de mission et de retraite, auteur d'un manuel du missionnaire à l'usage des missionnaires en France. Dans ses notes, Claire écrit ceci: « Mon cœur n'est pas resté indifférent lisant les belles pages de l'âme d'un missionnaire. L'amour des missions s'est réveillé en moi. J'ai senti se rallumer une flamme du feu apostolique dont je voulais tant brûler. » Elle se confie à saint François Xavier, lui demandant un amour ardent des âmes. Cette ardeur missionnaire ne la quittera pas, malgré les méandres, on l'a dit, de sa quête de Dieu et de sa vocation. C'est dans le contexte que je viens de présenter qu'elle va donc à l'église Saint-Philippe écouter
la prédication du Père Émieux en 1906, donc le Père Émieux jésuite venu de Lyon pour prêcher le carême dans cette église de Marseille. Et il commente un texte, la méditation du règne, que l'on trouve dans les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, dans lequel le retraitant est invité à contempler le Christ, appelant ceux qui le désirent à le suivre pour travailler avec lui à étendre le règne du Christ sur la terre. Écoutant cette prédication, Claire entend un appel fort qui réactualise les élans missionnaires de sa jeunesse et l'invite donc à consacrer sa vie. Voilà, long chemin spirituel à l'école de saint Ignace et de Xavier. 20 ans plus tard, le 5 février 1926, dans un tract sur les Xavières, elle écrit « Nous sommes filles du règne ». Alors, dans un moment de l'histoire où la France républicaine se laïcise, se sécularise, s'affirme, l'appel du règne envoie Claire vers ceux et celles dont l'Église est le plus loin et vers le monde des travailleurs. Donc, dans l'épreuve traversée par l'Église, face à la République, des religieux, hommes et femmes, inventent une nouvelle manière d'être présents, de témoigner du Christ dans la société française. Et Claire s'inscrit dans le mouvement du catholicisme social qui est né dans les années 70, après la guerre de 70, à l'initiative d'Albert de Mun, de René de la Tour du Pin, influencé par l'évêque de Mayence, qui prône un catholicisme social dont s'inspirera le pape Léon XIII pour rédiger sa lettre encyclique Rerum Novarum en 1891. Donc, il faut inscrire dans ce courant-là du catholicisme social l'émission de midi comme une présence au monde tel qu'il est, comme une incarnation. En 1906, Claire a pris contact avec les œuvres du Prado, je l'ai dit tout à l'heure, initiées par l'abbé Fouque pour les jeunes filles démunies. Elle rencontre là quelques jeunes femmes intéressées par les problèmes ouvriers et qui formeront la première équipe des militantes sociales dont le Père Émieux est le directeur spirituel. Claire va participer avec elle quelques années à Paris aux activités des militantes sociales dans l'Institut Notre-Dame du Travail jusqu'à son renvoi en 1917. Départ douloureux pour Claire, qui sans doute s'explique par des difficultés relationnelles, mais qui trouve aussi sa source dans une vision apostolique forte. Claire se veut contemplative et missionnaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que la part de Marie ne le cède jamais à celle de Marthe. Il s'agit bien, à travers l'apostolat social, d'étendre le règne du Christ dans ses membres, dans l'organisation de la société, mais dans une vie intimement liée à celle du Christ. De retour à Marseille, malgré l'incertitude qu'il habite sur sa vocation, elle va se lancer donc dans la fondation des missions de midi, donc en 1919, dans un grand élan apostolique. Claire n'invente pas cette œuvre. Cette œuvre est née à Paris en 1908, mais lors de son séjour parisien, elle s'est formée à l'école normale sociale, créée par l'Institut Notre-Dame du Travail, et encore une fois auprès des religieuses du Cénacle, engagées dans l'évangélisation du monde ouvrier au sein des guildes. Voilà. Le but, c'était la formation morale et religieuse des ouvrières, des employés au cœur du travail, là où la paroisse ne peut les rejoindre, par le biais de conférences, de bibliothèques, de revues, de salles de repos aussi, de réunions, de colonies de vacances, voilà, de maisons familiales. Voilà, atteindre les milieux populaires, se trouver au milieu avec ces milieux populaires. Donc des petites missions étaient lancées sous forme de causeries religieuses d'un quart d'heure, 20 minutes, à la pause de midi, d'où le nom de mission de midi. Il s'agit de l'heure et non pas du sud de la France. Mission de midi,
pour les employés des grands magasins et les ouvrières. En 1931, Claire écrit ceci à propos de ses missions de midi. « Pas d'embrigadement qui effarouche les timides. Il ne s'agit ni d'un syndicat, ni d'un patronage. On y trouve de l'amitié, non de la protection. C'est une famille. Elle s'efforce de créer un milieu social favorable à la vie religieuse sur le lieu même du travail, loin du milieu familial, souvent hostile, là où les paroisses ne peuvent atteindre. Il s'agit de réconforter, de soutenir les isolés dans les luttes de la vie. » Claire va donc mettre cette expérience parisienne au service des midinettes marseillaises à partir de 1919. La première mission a lieu du 17 mars au 22 mars 1919 en l'église de la Trinité, rue de la Palue. Prédication assurée par un oblat de Marie. Elle est annoncée par des milliers de tracts de couleurs distribués dans les rues, à la sortie des bureaux, dans les tramways, et 1 millier de midinettes vont répondre à cette invitation. D'autres suivront, d'autres missions vont suivre en mai de la même année en l'église Saint-Féréol, toujours prêchée par le même père Salina, en novembre à l'église Saint-Charles, prêchée par le père Olf Gaillard, jésuite. En 1923, une mission est prêchée en italien par un franciscain pour les ouvrières italiennes dans l'église Saint-Laurent de la Capelette. Et puis 2 ans plus tard, une seconde mission va aussi là auprès de 900 ouvrières italiennes de l'usine de filature et tissage du Midi à la Capelette, donc toujours en italien. C'est la sirène de l'usine qui marque le commencement et la fin de la prédication, ça ne s'invente pas, et qui a lieu donc dans le réfectoire de l'usine. Et puis la même semaine, il y aura une autre mission qui sera prêchée à 400 ouvrières arméniennes des mêmes usines, donc en arménien. Voilà. Et puis 1920, Claire va lancer la même chose pour les hommes à l'église Saint-Féréol. Donc ces missions de midi vont continuer chaque année dans différentes paroisses du centre-ville, regroupant plusieurs centaines de jeunes travailleuses jusqu'en 1955. Dès le premier jour, les missions vont attirer beaucoup de monde et vont avoir un grand succès. Alors, comment expliquer ce succès? On aimerait avoir le même aujourd'hui. Alors, cela tient d'abord à la préparation. Une brève enquête précède chaque mission pour cibler le public, pour proposer les dates qui conviennent le mieux, les meilleurs horaires, la paroisse la plus centrale. On s'appuie sur des œuvres existantes de jeunes filles, on s'appuie sur les communautés religieuses aussi, qui peuvent loger aussi les animateurs de ces sessions. On s'adresse à la presse locale. Des affiches et des tracts sont distribués dans les paroisses, dans les lieux publics, 2 semaines à l'avance. Les monastères sont invités à prier pour la mission. Voilà, et on distribue donc de 8 à 10 000 tracts tels que ceux-ci, aux couleurs bariolées, feuilles bleues ou vertes ou roses. Il y en aura même en provençal pour la mission de Noël. Voilà, l'Inouve des Saboli, donc le poète provençal du XVIIe siècle, y est mis à l'honneur, avec aussi des tracts avec des titres un peu suggestifs, La route du bonheur, un splendide poème, Une heureuse opération, La grande affaire, etc. Voilà, et cette distribution se fait de la main à la main, voilà, avec des jeunes filles dans les rues, à la sortie des magasins, des bureaux, à la porte des usines. Le numéro des missions d'avril-juin 1926 souligne l'importance de la manière dans la distribution des tracts. Voilà, on a des leçons à recevoir sur la communication. Voilà, cette communication doit être très individuelle. Claire Monestès écrit « Il faut un doigté spécial pour donner à chacune sa mesure ». Cette propagande bien particulière aux missions de midi, qui semble risquée au premier abord, mais qui a fait ses preuves depuis quelques années, permet d'atteindre tous les milieux
et inaugure, dit-elle, une forme très intéressante de l'apostolat moderne. Sans doute, on n'est pas toujours reçu avec le sourire. Beaucoup paraissent indifférentes. Mais après la catégorie des indifférentes, il y a la catégorie des curieuses, la plus nombreuse, et puis la catégorie des amis, qui se font les apôtres des apôtres. Autre élément de la réussite, c'est l'organisation. Alors le choix de l'heure. À la sortie des magasins et des usines, à 12h10, voilà. Sur ce petit laps de temps, court temps d'un quart d'heure, tenant compte du peu de disponibilité des ouvrières et des employés, les sujets abordés, proches des préoccupations de ces jeunes femmes, le bonheur, la santé, le mal, l'amitié, la mode, etc. Voilà, court temps au milieu de la journée de travail qui devait intéresser les midinettes en peu de temps sur des sujets très concrets. Autre élément de la réussite, le soutien de l'Église locale. Voilà, les évêques qui se sont succédés ont soutenu et certains sont même venus prêcher certaines missions, mais aussi les bonnes volontés qui se présentaient. Alors très vite, un conseil des missions va se créer, composé de laïcs. On cherche des ressources par des quêtes. Il faut bien aussi payer le prédicateur, payer l'impression des tracts. Voilà, il faut toujours de l'argent quand même. 1921, Claire écrivait ceci: « Plus je vais, plus je sens la nécessité de ne pas faire des œuvres de chapelle, des œuvres pour soi, mais de l'apostolat collectif, très largement ouvert. » Voilà, il me semble qu'on dirait marcher ensemble, est-ce qu'il s'agit de synodalité ou de partenariat, mettez les mots que vous voulez. Il me semble que c'est la manière de faire de notre Seigneur, prêchant dans les synagogues ou sur les places publiques. Voilà, le contenu des missions, je l'ai dit, qui veut atteindre directement pour toucher ces jeunes femmes, voilà, qui leur sont adaptées. Nous qui travaillons tant, disaient ces jeunes midinettes, nous n'avions rien pour nous. Voilà, donner quelque chose qui les concerne, elles. Et dans le numéro 2 de la revue sur les missions, Sintunum, en 1927, un article précise l'attente des midinettes. Le mot « enfer » avait semblé inutile et suranné à l'une des midinettes. « Soyez pratique, très pratique, notre vie est une lutte quotidienne. Ne nous donc parlez pas d'enfer. Notre vie est âpre, il est difficile de ne pas être blessé. Précipice à droite, précipice à gauche, terrain glissant partout, obstacle à chacun de nos pas. Voilà comment nous cheminons chaque jour. Des conseils, des crans d'arrêt, des cordes de sauvetage pour ne pas perdre pied, du moins pour nous ressaisir ou nous relever, voilà ce que nous souhaitons. » Voilà, et puis l'appel à des intervenants réputés, qu'ils soient franciscains, jésuites ou dominicains ou assomptionnistes ou prêtres diocésains. Vous voyez, on ne fait pas appel à une seule chapelle. Dans un langage simple et concret. Le caractère de ces missions, écrire à Claire en 1931, c'est d'être une sorte d'abreuvoir public, où chacun, en toute liberté, vient boire selon sa soif. Si quelqu'un a soif, disait le Christ, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Pas d'embrigadement qui effaroucherait les timides. Chacun retourne ensuite dans sa paroisse. Le Seigneur seul connaîtra les mystérieuses moissons mûries durant les jours de la mission. Cela lui appartient. Et cela porte fruit, puisque les midinettes viennent et s'engagent dans leur paroisse et sans doute aussi dans leur lieu de travail. Pour Claire, il est important de conserver aux missions ce caractère de conférence largement ouverte à toutes et en liberté complète. Si les missions permettent d'annoncer l'Évangile, Claire aussi a le souci d'offrir aux jeunes femmes un lieu pour se restaurer, pour se poser, pour s'instruire, et ce sera le 39 rue Breteuil. C'est la personne dans toutes ses dimensions qui doit être prise en compte. D'abord situé au 20 boulevard Salvatore, le siège des missions de midi va s'installer 39 rue Breteuil,
où une multitude d'activités vont se développer, avec notamment un restaurant. Pourtant, pas d'activisme. Claire rappelle aux Xavières, nous ne sommes pas une œuvre, nous sommes un esprit. Et créer, nous l'avons dit déjà, un restaurant pour les jeunes travailleuses, le restaurant des missions qui prendra des noms divers, vous voyez, qui s'appelle aussi Carrefour à un moment donné. En décembre 1921, donc, Claire ouvre avec Léonie Fabre ce premier restaurant féminin de Marseille lors de la mission qui a été prêchée à l'église Saint-Charles tout à côté. Ce restaurant, qui deviendra le 37, Self au service des jeunes de la maison d'enfants à caractère social du 39 rue Breteuil, qui vivent sur place, sera ouvert aussi au public pour le repas de midi et durera jusqu'en 2019, où il a fermé ses portes. Après l'ouverture du restaurant, il s'agit d'aider les jeunes, voilà encore quelques tracts du restaurant, d'aider les jeunes du centre-ville, qui travaillent dans le centre-ville, à manger correctement, à bon marché, mais aussi en convivialité, en sécurité. Claire écrit ceci: au lieu de traîner dans un restaurant quelconque, à la merci de n'importe quelle rencontre, ou dans la tristesse d'un isolement forcé, nos jeunes filles prennent avec entrain le chemin de la maison qui leur ouvre toutes grandes ses portes. Elles retrouvent là beaucoup de leurs compagnes, de gracieuses salles claires où une nourriture saine et variée leur est servie, une salle de repos qui sera ouverte en 1926, où elles peuvent rester sans inquiétude pendant les heures de leur temps libre, une bibliothèque ouverte dès 1923 qui leur offre un aliment et une distraction pour leur esprit, et ce qui est mieux encore, des cœurs tout prêts à les accueillir, bien-être physique et bien-être moral. Fin de citation. Prédication et restaurant vont ensemble, forment une seule et même mission, se complètent par de multiples activités, par des rencontres, qui font du 39 rue Breteuil une vraie ruche, un carrefour missionnaire d'un style nouveau. La mission à tous les étages. La mission est notre but principal, dit Claire, et notre œuvre par excellence. Et n'eussions-nous point d'œuvre en dehors, consacrant le reste du temps à prier pour les âmes, nous n'estimerions pas vain notre rôle de missionnaire. Mais à notre besoin d'agir, nous avons répondu par la création d'œuvres corollaires qui continueraient la grande œuvre. La chapelle est installée au 3e étage, elle y est toujours, très fréquentée, le curé de la paroisse y tient une causerie une fois par mois. Quand vous gravissez les étages de l'émission de midi, tout en mouvement et en rumeur comme une ruche d'abeilles, à certaines heures du jour, arrivé au sommet de la maison, vous entrez dans un religieux silence. Ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Une porte s'ouvre, une flamme brille, vous êtes devant l'autel. C'est la chambre haute de Jérusalem, écrit Claire. Notre chambre haute des missions de midi a été visitée par les mêmes grâces. Il a fallu reculer les murs, doubler les espaces. En 1928, a lieu là la prière pour l'union des églises. À la suite de la révolution russe, en 1917, beaucoup de Russes se sont installés en France et en particulier à Marseille. Les combattants russes, les Russes blancs, comme on les appelait, contre la révolution, des civils exilés à cause de la révolution. Et dès 1921, Claire a travaillé auprès de ces réfugiés russes. Il y a une association d'aide aux Russes qui avait été créée à Paris et elle va participer à cette association. Voilà, on va recenser, donner du travail, aider ces immigrés nouveaux. Voilà, tout un apostolat auprès des Russes et des chrétiens orientaux va se développer. La visée, c'est ramener à l'unité du corps du Christ les membres qui en ont été séparés. La prière pour l'unité des chrétiens et le souci de l'œcuménisme s'inscrit ainsi dans la tradition de la Xavière dès cette époque. D'autres activités vont se développer
au 39 rue Breteuil. Je l'ai dit, bibliothèque, cours de broderie, de comptabilité, de sténo, de diction, de solfège, de dessin, de langue, une mutualité professionnelle. On trouve aussi une troupe de théâtre, le groupe Saint-Genet, dont l'objectif est de proposer l'apostolat par le théâtre. Sa devise, « Soyons joyeux, rendons heureux ». 2 clubs sportifs, diverses associations, l'Union catholique des employés de la nouveauté, dont le but est la restauration du règne de Dieu dans notre cher pays, l'Union catholique des banques, bourse et assurance, mais aussi la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne, les Guides de France, voilà, j'en passe. À côté des activités culturelles et des conférences, des cercles d'études sont organisés, et puis des activités apostoliques plus directes, catéchèses, des retraites, à la maison Charles de Foucauld sur le Prado. Aujourd'hui, cette maison est remplacée par l'école de danse, voilà, en allant vers la plage. Toutes ces activités missionnaires sont soutenues et partagées par le bulletin des missions, donc qui prendra le nom de Sint Unum, qu'il soit un, qui naît en 1926, pour 4 francs par an. Voilà, le bulletin donne des nouvelles trimestrielles des missions et explique les choix apostoliques. Il apparaît sous le titre des missions et leurs œuvres, puis Sint Unum, donc en référence à Jean 17, à partir de février 1927. Voilà, il va changer de format, il va s'appeler Cahier des missions, puis Cahier des missions de France. Voilà, on salue nos amis de la mission de France. Les Cahiers des missions de France précisent un encart du numéro de novembre 1931, veulent créer un mouvement d'idées et d'actions missionnaires. Le puissant effort de redressement que demande aujourd'hui la rechristianisation de la France ne nous donne-t-il pas le triste droit de l'appeler une terre de mission ? Comme le livre qui paraîtra plus tard. C'est d'abord pour nous parler de nos missions en pays de France qu'existe notre bulletin. Voilà, et les numéros vont se succéder de ces missions de midi. La diversité des initiatives qui caractérisent les missions de midi traduisent le souci de rejoindre le plus grand nombre dans son quotidien, là où il se trouve. Il y a dans ces missions qui font feu de tout bois comme une urgence à aider les âmes, selon l'expression de l'époque et selon l'expression d'Ignace. Étendre le règne du Christ dans un contexte de déchristianisation. Il s'agit bien, comme le dira plus tard le Concile Vatican II, d'être attentif aux signes des temps, de chercher les réponses aux attentes du monde, de donner sens à ce qui est vécu dans le monde tel qu'il est et non dont on le rêve, d'être dans la rumeur du monde, d'y demeurer, passionnée du Christ, passionnée du monde, fervente du monde présent et non de celui d'hier. Alors après ce grand parcours dans la mission à Marseille, dans ce début et presque milieu du XXe siècle, moi je vais m'attacher à essayer d'approfondir, en tout cas de faire parler cette expression qui est dans cette citation de Claire, fervente du monde présent et non de celui d'hier. Et qu'est-ce que ça a donné ? Alors évidemment, c'est un axe que j'ai choisi en prenant des chemins qui me sont plus familiers et qui m'intéressent. Ce n'est pas le seul. Alors on va quitter un peu Marseille. La dernière mission de midi, Colette l'a dit, a eu lieu en 1955 et il n'y avait plus guère de jeunes femmes sur les bancs. Celles qui témoignent sur la mission à Marseille disent vraiment cette dernière mission, ça a été un fiasco complet, quoi. Mais cet élan de Claire et des premières Xavières avait déjà toute la coloration de ce que sera la suite. En 1921, on peut lire dans le numéro de la revue Sint Unum, il s'agissait d'aller vers les usines de la banlieue, parmi les grandes foules où tant d'âmes, peut-être, aimeraient lever les yeux si on leur montrait l'idéal. En 1939, sur le mémento de Claire, donc qui décède le 14 février 1939, les Xavières, qui sont une poignée, retiennent cette parole : « Il nous faut vivre la vie des âmes que nous voulons sauver,
comprendre leur langage, leurs besoins, être accessible, compréhensive à toute initiative, à tout mouvement de grâce, savoir attendre en stimulant, en éclairant, en aimant, tout accueillir pour tout épanouir. Voilà, c'est tout un programme. Et ces mots, c'est incroyable comme ces mots continuent de nous nourrir, de nous rejoindre. C'est voilà, beaucoup de paroles de Claire qui sont pour nous très actuelles. L'impulsion première donc a été donnée avec l'émission de Bidi, et ce désir de rejoindre le monde dans ce qu'il vit ne va cesser de stimuler les Xavières qui suivront jusqu'à aujourd'hui. Ça va trouver une confirmation particulière avec le Concile Vatican II et ce retournement que choisit de vivre l'Église, non plus se tenir en surplomb du monde, mais marcher avec, devenir pérégrinante à travers l'histoire des peuples, selon une expression de Monseigneur Aveline. Cela trouvera aussi un écho dans les mots de Paul VI, invitant l'Église à voir sa mission à l'image du dialogue de Dieu avec le monde. Il s'agit d'aller à la rencontre des hommes, entrer en conversation, respecter la liberté de chacun, et par là être de ces artisans de paix, être de ces chercheurs qui, avec d'autres, cherchent ce qui conduit à plus de vie, et ultimement, être conduite à se convertir davantage à Dieu dans les exigences de la rencontre avec les croyants d'autres religions. Pour ce qui est des Xavières, très vite après la mort de Claire, pour des nécessités économiques d'abord, ce style missionnaire va se traduire par l'insertion dans le monde du travail, comme tout un chacun. Le milieu professionnel va ainsi devenir le terreau habituel, mais pas le seul, de l'expérience religieuse des Xavières, le lieu où se cherche la mission. Et ce style missionnaire se fait à la fois personnel, par le biais du travail, et communautaire. Il n'y a a priori pas de lieu où cette mission ne puisse être réalisée. C'est une mosaïque ou un polyèdre, pour reprendre l'expression du pape François, dans cette tension entre unité et diversité, unité de cœur dans la diversité des tâches. À l'échelle des communautés, il peut y avoir une grande diversité d'engagements apostoliques des Xavières. Mais il peut y avoir aussi une unité apostolique dans le fait d'habiter en un certain endroit. Beaucoup des lieux où nous habitons sont, de mon point de vue, signifiants du sens que nous donnons à notre mission. Personnellement, j'ai rencontré les Xavières au Tchad, il y a 20 ans tout juste, et je reste marquée par le fait que la communauté était implantée dans un quartier musulman, et elle l'est toujours. Et pour moi, c'était extrêmement signifiant. Mais on pourrait parler de bien d'autres communautés, ou encore des appels auxquels la Xavière a répondu, et qui nous associent communautairement à des dynamiques qui travaillent le monde, qui travaillent nos sociétés. C'est vrai, je vais citer, mais c'est pas exhaustif, ça c'est pour les Xavières que je dis ça. Le départ en Côte d'Ivoire à la fin des années 60, dans l'élan de l'encyclique Populorum Progressio, mais aussi par exemple les soins palliatifs, à travers la maison médicale Jeanne Garnier à Paris. Le départ au Tchad au milieu des années 80, au moment où le pays sort de la guerre civile. L'implantation dans des quartiers populaires, comme à la Muraille de Chine, à Saint-Étienne, dans les années 60, ou au Mirail à Toulouse, dans les années 80. Des quartiers où nous sommes restés 30 ans. Et puis, plus récemment, l'installation d'une communauté dans le 10e arrondissement de Paris, à proximité des quartiers où convergent les migrants. Ainsi, chacun des lieux où nous habitons nous met en prise avec une réalité du monde et nous invite à nous y ouvrir et à y servir Dieu en servant le monde. Car je reviens à l'expression fervente du monde présent. Cette ferveur du monde n'est pas un chèque en blanc donné au monde, une idolâtrie du monde, mais une manière de l'aimer et de le servir, à l'écoute de l'esprit qui nous y précède. Notre revue dialogue témoigne de cette quête et nous allons faire une petite pause musicale.
marcher dans ce monde et de le servir. Nous le faisons comme corps apostolique, nous le faisons aussi, chacune individuellement, dans les missions qui nous sont confiées, les lieux où nous sommes envoyés. Alors je voudrais m'arrêter sur le travail, qui est la forme, nous l'écrivons dans nos constitutions, la forme la plus habituelle sous laquelle se réalise cette mission, à l'intérieur ou à l'extérieur de la communauté, dans la cité ou dans l'Église. Et je voudrais m'arrêter sur le travail qu'on pourrait dire adonné aux tâches profanes. Ce fut une expérience complètement nouvelle pour les Xavier quand, après la mort de Claire, il s'est agi d'aller chercher du travail dans le monde sans lien avec l'Église. Aujourd'hui, cela nous paraît, pour une Xavier, relativement normal. Et pourtant, cela ne veut pas dire qu'il soit absolument évident de vivre le travail comme une mission. Le travail peut être, pour certaines d'entre nous, pour moi ça l'a été, un lieu initiatique, le terrain concret où nous découvrons notre identité de Xavier et son charisme propre, que nous définissons ainsi, suivre le Christ dans sa mission de récapituler toutes choses et de réconcilier l'humanité en son corps par l'Esprit, à la louange de la gloire du Père. Alors pour prendre la mesure de tout cela, je voudrais faire un bout de chemin en revenant aux sources et vous partager l'expérience de Marie-Louise Fanton, qui est entrée à la Xavier en novembre 1930. Elle est l'une des premières Xavier à avoir expérimenté le travail salarié à la Xavier. C'était pendant la guerre 39-45, juste après la mort de Claire. Et elle nous a laissé un certain nombre de souvenirs et de réflexions qui nous permettent de suivre son cheminement intérieur. Elle nous a ouvert le chemin du travail ordinaire comme point d'ancrage dans le monde et lieu de mission accordé à notre désir d'une vie religieuse souple au service du monde. En relisant ainsi son expérience en 1976, l'âge de la retraite étant venu, Marie-Louise pose des mots qui aident encore aujourd'hui à voir comment s'unifient et s'épanouissent l'être et la mission au cœur d'une vie en plein monde. De sa propre vocation, elle écrit « La congrégation enseignante où j'ai été élevée m'accueillerait à bras ouverts. Mais comme d'autres, elle a pour vocation une tâche déterminée. Pour moi, je sentais que le jour où un nouveau besoin apostolique surgirait, je voudrais sauter le mur pour y faire face. C'est un Carmel planté en plein monde, sans clôture, que je voudrais. » Ce sont des grands mots, mais en 1939, le nouveau besoin apostolique, il est d'abord pour la Xavier elle-même, gagner sa vie. Et Marie-Louise est embauchée au ministère de l'Agriculture. Elle va s'y engager avec abnégation, car ce travail est d'abord ennuyeux, au point qu'elle se souvient qu'elle disait à une de ses collègues « Si on nous payait tout autant que nous nous ennuyions, nous serions riches au bout de la journée. » Je fais une parenthèse, c'est plus rare aujourd'hui quand même pour une Xavier dans son travail d'être confrontée à l'ennui absolu comme ça. Les trajectoires professionnelles ont évolué et aujourd'hui quand même on travaille dans des milieux, dans des lieux où on a des compétences et du goût le plus souvent. Mais enfin on n'échappe pas au cadre des sociétés dans lesquelles nous habitons, des possibilités de travail qui s'y trouvent, etc. Et notamment par exemple pour celles qui ont eu à vivre des expériences de travail dans les pays non francophones, c'est pas du tout évident. C'est d'autres formes de pauvreté, on va dire. Voilà, je reviens à Marie-Louise. Donc, embauchée au ministère de l'Agriculture, au début de la guerre, elle se retrouve prise dans la tourmente de l'exode de juin 1940. Amenée, dit-elle, à suivre le ministère dans son exode de ville en ville jusqu'à Bordeaux, exode sous les bombes par des routes encombrées et incertaines. Mais elle va recevoir là une part de son identité, ou peut-être dit autrement, la confirmation de son appel propre, et va s'y creuser d'une certaine manière le charisme de la Xavier tout entière. Elle écrit « Une chose m'apparaît que les circonstances ne m'avaient pas encore donné jusqu'alors de percevoir à ce point. À aucun moment, dans les situations les plus diverses que nous connaissons, être Xavier ne met une gêne. Bien au contraire, au milieu du désarroi de beaucoup, je connais un calme que la plupart n'ont pas. Découverte qui met une joie profonde, ma vocation de Xavier me permet d'être plongée en pleine mêlée et m'y est une force. » Plus tard, voilà, on a des passages. Plus tard, elle va éprouver de la lassitude, malgré tout, par rapport à ce travail complètement adonné à des tâches profanes. Elle doute du sens de cette insertion. Et donc elle va prendre une disponibilité et va rejoindre la jeunesse agricole chrétienne. 3 ans, 4 ans. Et puis le ministère va la rappeler
et va lui demander de choisir, revenir au ministère ou alors quitter le ministère, définitivement. Et elle va discerner, et elle va y retourner sur ce motif. Tout bien pesé, cette dernière solution nous sembla rejoindre le désir de Claire d'être de préférence proche de ceux dont l'Église est loin. Et j'aime dans cette citation à la fois le retour aux sources, aller chercher, puiser dans les paroles de Claire, dans le charisme de Claire, la réponse à la question, et puis ce « nous » qui montre que c'est toute la Xavière qui réfléchit, qui discerne, qui se pose la question. En 1962, elle écrit une note sur son travail au ministère de l'Agriculture, et dans cette note, elle essaye de répondre à la question « Qu'est-ce qu'une Xavière peut faire dans ce milieu de travail ?» C'est vraiment la question que beaucoup peuvent nous renvoyer, y compris dans nos familles, par exemple. Qu'est-ce que vous allez faire là ? Un milieu de travail, écrit-elle, influencé par le facteur politique et la franc-maçonnerie, et où la présence de chrétiens est très faible. Elle va répondre à ce moment-là à différents niveaux. Le travail est un lieu de partage de la condition de ceux qui gagnent leur vie pour eux-mêmes ou leur famille. Et pour elle, comme religieuse, c'est un lieu d'anonymat apostolique qui va trouver dans la vie cachée de Jésus à Nazareth un encouragement. Et elle va traduire cette parole de Claire pour aller chercher le sens profond de ce qu'elle peut vivre là. Cette parole qui dit « Vivre la vie des âmes que nous voulons sauver ». Et ainsi écrit-elle « Rejoindre l'homme à travers la fonction, les dossiers, y repenser sans cesse pour les voir, les écouter, les connaître, les comprendre, porter leurs péchés, dire le « nous » avec eux, pour, de par l'appartenance qui est la nôtre au Seigneur, relier ce monde à lui. Insérer en ce milieu, faire monter vers Dieu la louange de cette communauté humaine-là. Dans ce milieu de travail peut s'exercer aussi une influence, celle de l'Évangile. Mais cela ne peut pas se faire seul, et s'ouvre donc pour Marie-Louise un autre aspect de cette insertion dans le monde du travail, collaborer avec d'autres chrétiens, les encourager. Les aider, écrit-elle, à jeter un regard chrétien sur leur profession, ses structures, les inciter à s'engager dans le syndicat, la mutuelle, les commissions paritaires, sentir les points qui posent actuellement problème à la conscience chrétienne. Dans ce rapide parcours de ces étapes de la vie professionnelle de Marie-Louise, c'est tout un itinéraire apostolique qui se dessine et qui s'inscrit pleinement dans les aspirations de l'Église du Concile Vatican II, qui parle de l'apostolat dans le milieu social, qui s'efforce de pénétrer d'esprit chrétien la mentalité et les mœurs, les lois et les structures de la communauté où chacun vit. Alors la grâce des commencements, je me disais, c'est peut-être de nous ouvrir le regard sur la profondeur de ce qui se joue là où nous perdons nos repères initiaux, quand nous perdons nos repères. Marie-Louise, comme Xavier, nous livre ce regard qui cherche et qui comprend au fur et à mesure le sens profond de sa vocation de Xavier. Et ce qu'elle écrit alors me paraît extrêmement vrai pour aujourd'hui encore. Cette vocation demande une lente insertion dans le milieu. Une mentalité ne se perçoit vraiment que par le dedans. Il faut faire la plongée, devenir une parmi les autres, avec sympathie, écouter, comprendre, apprendre. Le premier pas de l'échange et de recevoir est d'abord la formation au métier. Peu à peu, en vérité, le « nous » peut être dit, sans suffisance ni condescendance. Alors peut s'accomplir la première tâche de la vocation de Xavier, liée à la communauté humaine qui la reconnaît pour sienne, de par sa consécration à Dieu, elle la relie plus étroitement à lui. Alors je voudrais faire une dernière évocation pour parler de cette manière dont on peut relire aussi le chemin de la Xavier dans ses 100 années, dans ses adaptations, la relire à la lumière de la recherche de ce qu'était la mission pour l'Église universelle. Parce que notre manière d'être fervente du monde et de le servir a évolué en son temps. Il a évolué dans les formes. On est parti d'une œuvre. Nous n'avons plus guère d'œuvre, même si nous avons encore des engagements communs, mais pas de la même manière que les missions de midi. Et puis il a évolué aussi dans la façon dont nous parlons de la mission, notamment par rapport à notre travail. Nous l'écouterons tout à l'heure. Voilà, nous sommes en chemin, nous cherchons au rythme du monde et de l'Église. Ainsi, si on relit, on peut dire que par rapport aux missions de midi, les missions de midi s'inscrivent quelques années avant que ne paraisse le livre des pères Henri Gaudin et Yvan Daniel, France, pays de mission, en 1943.
D'une certaine manière, l'émission de midi et leur bulletin posaient déjà la question de la déchristianisation des milieux populaires des employés et ouvrières et cherchaient à y trouver des réponses avant celles différentes que proposeront dès 1941 la Mission de France et les prêtres ouvriers. Ainsi, l'enjeu demeure à toutes les époques d'être à l'écoute des besoins des hommes et femmes solidaires, comme le dira le Concile. Solidaires des joies et des espoirs, des tristesses et des angoisses, des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, car il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans le cœur des disciples du Christ. Au moment où se clôturait le synode pour la nouvelle évangélisation en 2012, l'éditorial de l'Osservatore Romano écrivait « C'est précisément de cette analyse des abbés Gaudin et Daniel, donc 1943, lucide et passionnée que s'est réclamé Benoît XVI en synthétisant avec efficacité le sens de l'Assemblée synodale qui vient de se conclure et en soulignant le chemin ininterrompu de l'Église dans le monde contemporain. Le chemin des chrétiens n'est pas seulement caractérisé et témoigné par leur communion, mais c'est un chemin accompli avec ouverture et amitié avec les femmes et les hommes de notre temps. » Dans cette relecture, au fil des années, on peut aussi noter 1963, où les Xavier démarrent la revue Dialogue, quelques mois après leur reconnaissance officielle comme congrégation religieuse, et quelques mois avant, la parution de la lettre Ecclesiam Suam du pape Paul VI, grande charte du dialogue. Dialogue, dans un désir de dialoguer avec les amis et familles, de marcher ensemble dans l'Église, de chercher ensemble, de s'enrichir mutuellement. Ce désir de dialogue s'étendra ensuite bien au-delà dans nos différents lieux de mission. J'ai évoqué 1967, le départ des Xavier en Afrique, dans la foule et dans l'élan donné par l'Encyclique Populorum Progressio. Pour aujourd'hui, dans un monde pluriel, le style de Claire reste une encre solide. Léonie Fabre, parlant de Claire, résumait ainsi sa manière de voir et de faire. « Où Dieu vous conduit-il, que nous y allions ensemble ?» Claire aurait sans doute été à l'aise avec le pape François et son invitation à avoir un cœur ouvert sur le monde, dans un regard qui part des personnes, des peuples, et qui discerne en eux déjà le travail de l'esprit, qui fait d'eux un peuple par lequel Dieu nous enseigne. Un regard qui prend aussi le temps du silence, de la réflexion, de la prière, pour entendre les impulsions de l'esprit et cultiver le dialogue dans une communauté qui peut nous soutenir et nous permettre de rêver. Une encyclique comme Fratelli Tutti continue aujourd'hui de nous encourager dans cette manière d'être dans le monde et d'y travailler, comme un ferment à le rendre plus humain, à y construire des ponts, à y faire du lien, à choisir de s'y tenir avec un cœur ouvert. Alors pour conclure, c'est à quelques Xavier d'aujourd'hui que nous laissons le mot de conclusion. À travers leur regard, sur leur appel ou sur leur travail, elles témoignent de cette quête qui dure, fervente du monde présent, servante du monde présent. Je m'appelle Agnès, je suis Xavier, violoniste. Dans mon histoire, la musique a toujours eu une place importante. J'ai commencé le chant, le violon assez tôt et je me suis très vite rendu compte que c'était un moyen d'entrer en relation, de dialoguer avec d'autres. Et le lien avec ma vocation est assez net dans le sens où j'ai toujours senti dans ma vocation religieuse qu'il y avait quelque chose qui était très fort entre moi et le rapport au monde, et le rapport à mes contemporains. Et pour moi, ce n'était pas moi d'un côté et le monde de l'autre, mais vraiment être avec ceux qui m'entourent. Et la musique, pour moi, est un moyen très très fort de pouvoir entrer en contact avec les gens, faire des choses ensemble et de pouvoir dépasser un petit peu mes propres idées, mes propres envies ou mes propres fragilités pour entrer dans d'autres idées, d'autres dynamiques et du coup aller au-delà de ce que je peux donner toute seule. Je suis ingénieur agronome de formation. J'allais visiter les éleveurs laitiers, j'animais des groupes de producteurs qui voulaient réfléchir ensemble à la manière de travailler. Pour moi, ça a vraiment beaucoup de sens de travailler, d'exercer mon métier et de travailler dans un milieu non confessionnel, on va dire. J'apprécie beaucoup ça, à la fois comme un lieu pour rencontrer des gens différents, un lieu pour participer à ma petite mesure
à la vie du monde. Nous sommes appelés à œuvrer pour la réconciliation. Ma vocation a pris naissance dans un moment de crise en Côte d'Ivoire, où ce travail de réconciliation me tenait à cœur, me prenait. Donc je suis venue à la Xavière aussi attirée par ce charisme de récapituler toutes choses, de réconcilier toutes choses dans le Christ. Je m'appelle Gabrielle, je suis Xavière depuis 20 ans et je vis à Paris. Voilà. Et donc là, je travaille depuis quelques mois dans une entreprise privée qui fait du conseil auprès de collectivités locales en France et à l'étranger pour la gestion de leurs services liés à l'environnement. Dans ce métier que j'exerce maintenant, dans ce cabinet de consultant, en fait, on fait de l'accompagnement en collectivité. Et je me suis sentie tout à fait rejointe par le projet de cette entreprise qui était de faire avec, qui est un thème qui revient dans notre vie Xavière, qui est d'être avec les gens, avec les autres, au milieu des autres. Et donc l'approche de ce cabinet m'a convaincue dans ce sens, du travail avec les gens. Moi, je travaille dans un lieu un peu laïque. Et du coup, c'est aussi une question comment pour vivre ma foi et en fait, je ne sais pas comment dire, d'accompagner les autres pour vivre, être bien-être et trouver le sens de vivre, quoi. Ce qui a le plus de sens, qui me dynamise, c'est travailler avec d'autres, c'était noté dans les constitutions. Et c'est ça qui me dynamise beaucoup, parce que je suis dans une terre de mission où je suis vraiment intégrée, parce que c'est la 4e année que je suis à Mauriès, donc c'est sûr, j'ai déjà... voilà. Être avec en profondeur, parce que nous sommes envoyés, fondés pour cela. C'est avec, être, et parce que nous sommes envoyés. Il n'y a pas la vie religieuse d'un côté et la vie à l'hôpital de l'autre. Les deux s'entremêlent. Et l'un nourrit l'autre et inversement. En rencontrant des médecins et leur manière d'exercer, je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Et ensuite, ce qui m'attirait plus particulièrement dans la gériatrie, c'est le fait de prendre en charge des personnes fragiles et souvent isolées. Et on prend en charge la personne dans son ensemble, dans sa globalité. J'ai pris conscience que mon travail, ça pouvait pas être juste un gagne-pain, quoi. Et c'est comme ça que je suis arrivée ensuite à la Xavière. Et là, j'ai posé cette question, en quoi la vie religieuse change quelque chose dans le travail? Et on m'a dit, la réponse qui m'a le plus marquée, c'est le fait d'être envoyé. Le fait d'être baptisé, on est tous envoyés, mais la vie religieuse, elle donne... Elle m'aide à vivre cet aspect-là, en fait. Pour moi, ma compréhension de ma vie consacrée, de ma vie Xavière, c'est de chercher Dieu en tout lieu et puis de vivre mon identité personnelle, ou Xavière, Gabrielle, Xavière, où que je sois, à la maison, en communauté, avec mes amis, dans ma famille et au travail. Finalement, c'est très simple, c'est aussi simple que ça, c'est vivre selon l'Évangile, vivre selon mon identité de baptisé, en tout lieu, donc aussi au travail. Xavière singulière, mais des Xavières singulières n'existent aussi que dans leur communauté.
Cette dernière vidéo, c'est un petit écho de ce que nous avons vécu à Lourdes fin juillet, début août, pour le rassemblement d'Exavière, d'un certain nombre d'amis pour fêter ce centenaire. Voilà. Nous avons été gratifiés d'un certain nombre de productions vidéo.